Bonjour à toutes et à tous, Valentin offrant avec vous pour ce point de marché. Veuillez m'excuser pour ces 3 petites minutes de retard. J'ai eu un problème de connexion. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Ce matin, l'actualité, concrètement, on a eu, comme vous le savez, un accord, enfin les 27 qui ont donné leur feu vert à l'accord du retrait du Brexit. L'accord de retrait, pardon. Donc Theresa May réunira son cabinet ce matin. Prochaine étape, c'est le Parlement britannique et le Parlement européen. L'étape la plus compliquée, ça va probablement être le Parlement britannique, puisqu'on a non seulement le Parti des travaillistes, le Labour, qui est le principal parti d'opposition aux conservateurs, qui a déjà indiqué qu'il allait s'opposer au texte, mais on a également des conservateurs au sein même du parti de Theresa May et le parti allié à Theresa May, le DUP, le parti nord-irlandais. Donc concrètement, peu de chances que ce texte soit approuvé par les députés britanniques. Le vote devrait être a priori le 11 décembre. Donc il y a encore, vous voyez, 2 semaines d'attente au niveau du Brexit. Donc on va continuer par l'avertissement gage sur le risque. Le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Alors voici un rapide tour de l'actualité. Alors bonjour Frédéric, j'espère que vous allez bien. Edgy, j'espère que vous allez bien également. Gérard, Raymond, bien le bonjour à vous. Son image ok, c'est parfait. Merci pour cette confirmation. Brice, bonjour. Voilà, donc au niveau de l'actualité, au niveau de l'Italie, on a Jean-Claude Juncker et le chef du gouvernement italien Giuseppe Conte qui, comme vous savez, se sont rencontrés samedi pour un dîner dans lequel, eh bien, à l'issue de ce dîner, Giuseppe Conte a indiqué être persuadé sur le fait que le dialogue puisse éviter des sanctions sur le budget italien. On a notamment plusieurs membres de la Commission européenne et du gouvernement italien qui se réuniront cette semaine pour discuter encore une fois de ce budget. Concernant le Brexit, comme je vous l'ai dit, on a les dirigeants des 27 pays membres, des 27 pays européens qui ont approuvé l'accord de retrait après 17 mois de négociations. Theresa May devra désormais le faire ratifier par les parlements européens et britanniques. Le Labour, les Brexiteurs purs et durs conservateurs et les Dupes ont annoncé qu'ils voteront contre le texte. Et on a donc Theresa May qui réunit son cabinet ce matin. Et au niveau de la question de Gibraltar, on a Madrid qui a reçu des garanties écrites de la part de l'UE pour disposer d'un droit de veto sur tout futur accord entre l'UE et le Royaume-Uni concernant Gibraltar. Concernant l'Ukraine, nous avons le Conseil de sécurité de l'ONU qui tiendra une réunion d'urgence ce lundi après la capture dimanche de 3 navires militaires ukrainiens en mer Noire par la Russie. Et au niveau de la politique américaine, on a Donald Trump qui s'est dit vendredi très heureux du travail de son secrétaire au Trésor Steven Mnuchin après un article affirmant le contraire publié par le Wall Street Journal. Voilà donc au niveau de l'actualité, Wall Street qui a clôturé dans le rouge vendredi, tiré vers le bas en raison de la chute des cours de pétrole et la baisse des rendements obligataires. Ce matin, les marchés européens sont dans le vert, ainsi que l'Asie, en raison d'un rebond des cours de pétrole et cet accord finalement ce feu vert donné par les Européens à l'accord de retrait. Donc voilà, on a un léger appétit, on a plutôt l'appétit pour le risque même ce matin, comme on peut le constater ici. Ce matin, on a le MSCI Emerging Market qui prend 0,70%, le Nikkei qui gagne 0,76%, le cours de l'or qui rebondit, alors pas parce qu'il y a la version pour le risque, mais comme vous savez, parce qu'il y a une baisse du dollar. Le yen qui est en baisse, le yen index moins 0,43%, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Le T-Note perd 2 points de base, donc voilà, on a plutôt de l'appétit pour le risque ce matin. Vendredi soir, comme on peut le constater, on a les principaux indices américains qui ont clôturé dans le rouge, mis à part le Russell 2000 qui a réussi globalement à se stabiliser, plus 0,03%, le DXY qui a notamment progressé. Et au niveau du calendrier économique, donc on a l'enquête IFO en Allemagne qui sera publiée à 10h et on aura un discours de Draghi au Parlement européen à Bruxelles à 15h. C'est les 2 rendez-vous de la journée. Alors bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, bonjour Loïc, bonjour Eric, Brigitte, voilà, Ramsey, que je salue également, que d'habitude ça fait plaisir de vous retrouver chaque matin. Voilà, donc on va
passer dans le vif du sujet, on voit qu'on a clairement l'appétit pour le risque puisqu'on a les devises commodities qui superforment, notamment l'AUD, le NZD, l'euro également, le yen, le CHF, le dollar. Vous voyez, ces trois devises refuges sous-performent, donc on a clairement de l'appétit pour le risque. Au niveau des cours de pétrole, on a une hausse de 1,29%, l'or plus 0,34%. On a même le Bitcoin, vous voyez, qui rebondit. Bon, il n'y a pas vraiment de corrélation entre le Bitcoin et l'appétit ou la version plus risque, mais vous voyez que on a globalement des actifs qui sont dans le vert. Au niveau de nos indices devises, le yen, comme vous pouvez voir, est en repli ce matin. C'est une devise donc qu'on va tenter plutôt de shorter. Le NZD en swing, on a toujours un momentum qui est haussier, mais on n'a pas de signaux d'entrée, de points d'entrée, on va dire, pour passer à l'achat. Pour moi, on est plutôt dans une phase de respiration. Au niveau de l'AUD, pareil, on a un rebond ici, mais on n'a pas non plus de signaux qui viendraient nous suggérer de rentrer à ce moment précis à l'achat sur l'AUD. L'euro, alors l'euro, c'est un petit peu plus, il y a un peu plus de doute comme on peut le constater. Il rebondit, mais on est clairement dans un momentum qui est baissier sur du moyen long terme. Donc prudence avant de mettre en place des stratégies acheteuses sur l'euro. Le GBP, c'est pareil, c'est extrêmement volatile le GBP, enfin à court terme. J'ai regardé, la volatilité est 2 fois supérieure en ce moment que la moyenne à 12 mois. Donc voilà, le GBP, c'est très volatile comparé à ce qu'on a l'habitude de connaître sur la livre sterling. Et donc c'est une devise que je vais éviter de trader. Au niveau du franc, alors on a eu un bon rebond en début de semaine dernière. On a depuis une petite consolidation qu'on peut constater. Moi, je reste bullish sur le franc puisque on a eu des bons signaux aussi la semaine dernière. Alors voilà, je m'attends pas à un momentum extrêmement important, mais je m'attends tout de suite quand même à un rebond simplement du franc suisse. Tant qu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 et à 10 périodes, concrètement, le momentum et la tendance à court terme eh bien sont haussiers. Sont haussières, pardon. Au niveau du dollar USD, toujours dans ce canal ascendant et aussi longtemps que le dollar USD évoluera dans ce canal ascendant, je resterai plutôt bullish sur le dollar. Donc voilà, en swing trading, je pense que le dollar, c'est toujours une devise qui me semble intéressante à payer malgré le fait que on a une probabilité des taux de la Fed qui diminue pour 2019. On a le marché qui croit de plus en plus à un ralentissement, voire même une pause des remontées des taux de la Fed l'année prochaine. On a la probabilité de 3 hausses des taux d'ici décembre 2019 qui est passé de 48% il y a un mois à 34% aujourd'hui. Donc vous voyez qu'on a clairement une baisse de la crédibilité d'un rythme de hausse des taux aussi soutenu que ce qu'on a eu en 2017 ou que ce qu'on a cette année. Donc en tout cas, un ralentissement est prévu par les membres, par les observateurs du marché. Mais comme vous savez, ce qui nourrit le plus le dollar, c'est pas réellement les hausses des taux de la Fed, c'est clairement la situation en Italie et la situation économique en Chine. Si on a un accord sur le budget italien, alors il y a fort à parier que le dollar vraiment entre dans une tendance baissière sur du moyen terme. Donc voilà, tout va dépendre vraiment, je pense, ça va beaucoup dépendre du budget italien. Là, on a le fameux spread BTP Bund, comme on peut le constater, il est en forte baisse ce matin. Donc ça c'est un facteur de soutien pour l'euro, un facteur de baisse pour le dollar. Voilà, maintenant il faut garder à l'esprit qu'on a toujours une tendance haussière et tant qu'on ne passe pas en dessous de cette oblique, je dirais que la tendance de moyen terme reste concrètement haussière. Voilà, donc là, le spread BTP Bund est en baisse de 17 points de base ce matin. Donc ça, c'est une information positive pour l'euro et positive pour les marchés actions. Donc voilà, on peut déjà dire que les marchés actions, c'est bullish, ainsi que la devise européenne, puisqu'on a ce spread BTP Bund qui est en baisse. En plus de cela, nous avons les cours de pétrole qui sont en hausse. Si on regarde le Brent qui rebondit. Alors comme on peut le constater, on a une forte baisse des cours de pétrole et voyez, on a eu un excellent exemple en fin de semaine dernière. Pourquoi il ne faut pas payer simplement parce que c'est un support.
tout simplement parce qu'un support, eh bien, peut être dépassé. Et donc, ce qu'il faut payer, c'est les rebonds. C'est pas un support, puisque le support la semaine dernière, eh bien, a été cassé. Alors, j'ai pas ma plateforme Pro Real Time parce que j'ai un petit problème sur mon compte pour le moment, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire donc uniquement sur TradingView. Ouais, donc là, on est sur ce support de janvier 2017. Enfin, cette résistance, pardon, de janvier 2017 qui est bien support. Celle-ci, à 62 $, a été cassée. Et donc, comme on peut constater ici, nous avions donc un canal que le cours y est sorti par le bas. Donc c'est un signal clairement baissier. C'est pour ça que faut pas simplement acheter un cours parce qu'il est sur un support. Là, c'était un niveau de support très très important. Et pourtant la veille, vendredi, on a vraiment transpercé ce niveau de prix. Donc on a un signal qui est clairement baissier. Là, on est sur un nouveau niveau de support. Si le Brent dépasse ce support, il faudra envisager un retour à 50 $. Prochain catalyseur, je dirais, pour le Brent, ça va être la réunion de l'OPEP le 6 décembre prochain. 6 décembre, les membres de l'OPEP se réuniront à Vienne et il y a de fortes chances, en tout cas c'est ce que le marché commence à spéculer, sur un gel de la production. Pensez que le pétrole a fait enfin son point bas. Alors ce que je pense a peu d'intérêt, enfin c'est plutôt l'analyse technique. Si moi je pense qu'on va avoir un rebond parce que voilà, on a le marché qui commence à spéculer sur un gel de la production de au moins 1 million de barils par jour des membres de l'OPEP. Cette décision sera faite, enfin il y aura la réunion comme je vous l'ai dit le 6 décembre prochain. Donc d'ici là, je vois bien un rebond du pétrole puisque le marché va commencer à intégrer cette information. Voilà. Mais maintenant, le plus important, c'est est-ce que nous avons les signaux techniques. Pour le moment, on n'a pas les signaux techniques. On a le RSI qui est toujours en forte baisse et on a la MACD également. Et on n'a pas de rebond ni du RSI ni de la MACD, on n'a pas de divergence haussière, nous n'avons aucun signal d'achat sur le journalier. Alors sur le 4 heures, on peut peut-être trouver des signaux. Ouais, sur le 4 heures, on a ce croisement de la MACD, on peut avoir des rebonds du RSI, mais on reste dans un momentum qui est indiscutablement baissier. Donc, ceux qui tentent d'acheter le pétrole, ça doit se faire que sur du court terme. Par exemple, je pense qu'à court terme, c'est possible de payer les cours de pétrole pour venir rechercher les 62 $. Simplement, après le breakout, le pullback. Vous voyez, ça c'est un scénario qui, à court terme, me semble plausible. Maintenant, tant que je n'ai pas de signaux en journalier majeurs, un signal qui serait important serait un rebond au-dessus de la moyenne mobile à 20 séances. Donc là, ça semble assez loin, mais sachez que la moyenne mobile va arriver très rapidement proche du prix. Donc, personnellement, s'il y a un rebond des cours au-dessus de la moyenne mobile à 20 jours, qui est en noir ici, ça serait un signal haussier important qui permettrait, pourquoi pas, d'envisager une correction de l'ordre de 38% au moins de cette tendance baissière. Donc voilà, il faut attendre un petit peu une stabilisation du prix, je pense. Un rebond à très court terme à 62 $. Mais voilà, est-ce qu'il faut acheter les cours de pétrole pour viser 75 voire 80? La réponse est pour moi non. Non, en tout cas pas pour le moment. Voilà, donc les cours de pétrole, je pense qu'il y a un rebond à très court terme qui peut se faire jusqu'à 62 $. Maintenant, pour moi, il n'y a pas de stratégie de moyen long terme haussière à mettre en place pour le moment. Donc, rebond des cours de pétrole ce matin, baisse du spread BTP Bund. On a donc un CAC 40 qui est haussier. Vous voyez, gap haussier ce matin. On a les 4009, le support, comme je vous l'ai dit, la dernière chance sur le CAC 40 qui a fait office, encore une fois, de support. Donc voilà, gap haussier. Le cours qui rebondit. Alors là, les points pivots journaliers, je pense qu'on peut s'attendre à un retour au R3, puisqu'on a vraiment des catalyseurs qui justifient de la volatilité. Un, le feu vert donné par les membres européens de l'accord du retrait. Et deux, rebond des cours de pétrole. Donc si on met les points pivots, alors
Voilà, donc point pivot. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est... Voilà, donc point pivot R1, 5027 points. Ensuite viendra les 5080. Alors si je me remets sur du daily, on va enlever ce point pivot. Voilà. Moyenne mobile à 20, 5037. Donc 5040, c'est pour moi la prochaine résistance. Prochaine résistance, ça correspond, vous voyez, à cette fenêtre, à ce gap, également ici. On voit qu'on a une zone de résistance, vous voyez ici. Vous voyez là, on a eu la résistance, c'est devenu support. Voilà, donc vraiment 5040, c'est la résistance à court terme que devront s'affranchir les acheteurs pour envisager un retour à 5100. Donc résistance à court terme, 5040 points. C'est vraiment la résistance majeure. Au niveau du DAX, même topo, c'est-à-dire qu'on a eu un gap haussier, qu'on peut constater. Voilà, DAX, gap haussier, même si vous voyez la tendance est beaucoup plus baissière, elle est beaucoup moins, elle est beaucoup plus délicate sur le DAX. Alors j'ai pas mon épaule tête épaule, j'ai pas mes graphiques comme vous le savez, mais là sur le DAX on a bien rebondi sur le support à 11 000 points. 11 000 c'est clairement le support, l'équivalent des 4009 pour le CAC 40. C'est l'équivalent des 2600 pour le DAX, pour le S&P 500. Voilà, ces trois niveaux de support, c'est les supports que j'appelle de la dernière chance. C'est-à-dire que si on passe sous ces supports, il faudra s'attendre à une correction importante des indices. C'est-à-dire qu'il va falloir s'attendre encore à du moins 5, voire du moins 10%. Tant qu'on est au-dessus des 4009 sur le CAC 40, des 11 000 sur le DAX et des 2600 sur le S&P 500, je dirais que le risque est assez limité. Voilà, donc au niveau du DAX, la moyenne mobile à 20 jours qui est à 11 365 points, ça va être la résistance à court terme, la résistance en intraday. Donc ce matin, tant que les cours de pétrole sont tournés à la hausse et que le spread BTP Bund est en baisse, on devrait avoir de l'appétit pour le risque. En plus, à l'ouverture des marchés américains, si d'ici là on n'a pas des mauvaises, des informations compromettantes, des news compromettantes par rapport, par exemple, au cabinet de Theresa May, puisqu'on a une réunion ce matin entre Theresa May et son cabinet. Donc si tout se passe bien, il y a des chances que Wall Street ouvre dans le vert, puisque Wall Street a clôturé dans le rouge hier. Ce matin, on a l'appétit pour le risque. Statistiquement, c'est un environnement favorable pour qu'on ait un rebond, on ait un retour de l'appétit pour le risque également à Wall Street. Voilà, statistiquement, je parle bien. Donc voilà, on peut encore s'attendre à une hausse des marchés européens, un second souffle qui pourrait être donné lors de l'ouverture des marchés américains. Voilà, d'ailleurs, je vais faire un petit tour sur le S&P. S&P 500. Voilà, contrat futur. Donc là, vous voyez les 2600 points, c'est le support à ne pas dépasser. C'est le support à ne pas dépasser. Donc là, on n'est pas sur le futur. Pardon, si on est sur le futur, excusez-moi. Nous sommes sur le futur. Donc là, on peut s'attendre, je dirais, à un retour aujourd'hui au plus haut du 20 novembre. C'est-à-dire 2700 points, ça va être la résistance. 45 points sur le S&P, c'est beaucoup. Par rapport au prix actuel, c'est pas par rapport au prix d'ouverture, puisque le prix d'ouverture, vous voyez, ça s'est fait au plus bas. Donc ça ferait une hausse quand même de 2,55%. Ça m'étonnerait qu'on ait une hausse de 2,55%. Voilà. Donc déjà une hausse de 1,50%, ce serait excellent. Ça serait excellent. Donc, vous voyez, on va même pas aller chercher les 2700. Je pense qu'en intraday, le S&P, on peut aller chercher, allez, la moyenne mobile à 10 qui correspond quand même à 2% depuis les plus bas. Donc 2685 points. 2685, ça me semble être la résistance, un objectif, comment dire, plausible en intraday. 2700 pour le coup, ça me semble un petit peu trop haut. Alors ça arrive des hausses de 2,65% sur le S&P 500, mais c'est quand même assez rare. Donc voilà, 2685 me semble être un objectif beaucoup plus faisable sur le S&P 500. Bon, donc marché européen, concrètement, je suis plutôt haussier en intraday. Bien évidemment, il va falloir faire attention à la réunion du cabinet de Theresa May ce matin. Il y aura également l'enquête IFO en Allemagne et le discours de Draghi. Mais voilà, à part ces facteurs fondamentaux, je dirais que techniquement, au vu de ce qu'on a eu ce week-end, je suis plutôt haussier sur les marchés actions. Voilà. Donc haussier marché actions ce matin.
On va faire un tour sur l'euro-dollar. L'euro-dollar qui devrait continuer son rebond à court terme. Voilà, euro-dollar. Donc 1,15 c'est la résistance. Je ne pense pas qu'on aille chercher 1,15 pour être honnête avec vous. À part si on a un accord sur le budget italien. D'ailleurs, on a une annonce qui est ressortie. On a eu voilà une annonce indiquant, vous voyez, pour ceux qui ont Twitter, je vous invite à suivre Christophe Barrault, ceux qui ont Twitter et qui parlent anglais, je vous invite à suivre Christophe Barrault, qui est quelqu'un de voilà, qui bien écoutez, faites vos recherches, mais c'est un économiste, voilà, qui est très reconnu par Bloomberg, un économiste indépendant très reconnu par Bloomberg. Il est français en plus. Sauf qu'il écrit en anglais, bien évidemment la finance c'est beaucoup un monde anglais, mais bon, donc du coup il tweet des informations, voilà, des news, des informations en temps réel. C'est une source d'information plutôt fiable, même très fiable. Voilà. Donc là on peut voir l'Italie looking at change. Donc l'Italie qui cherche à changer son objectif de déficit pour le budget 2019. Donc ça c'est une information positive. Ça vient de BBG qui est Bloomberg. Voilà, information de Bloomberg indiquant que l'Italie cherche à réduire, à changer, pas à réduire, à changer son déficit de 2019. Voilà. Donc ça, c'est une information positive interprétée par les marchés. Et ça justifie un rebond de l'euro. On va regarder un petit peu en intraday. Vous voyez l'euro qui rebondit. On a un beau bottom qui est fait là. Le RSI à 83, c'est extrêmement bullish. Donc là, on a des chances de revenir à 1,14. 1,14 à court terme. Voilà, en intraday, ça me semble possible. Je vais faire un tour sur la livre, même si la livre, je vous l'ai dit, ça me semble assez incertain. La livre qui rebondit, et je pense qu'il y a des chances qu'on revienne chercher les niveaux du 23 novembre, c'est-à-dire vers 1,2876. Maintenant, il faut savoir que la livre, tout peut changer d'une minute à l'autre. Il y a énormément de catalyseurs qui peuvent faire varier la livre sterling. Donc c'est pour ça que j'évite de donner des objectifs. L'USD yen, qui est une paire très intéressante. L'USD yen, on a un gap haussier, on voit ce matin. On a un gap haussier, ce qui indique de l'appétit pour le risque. Et donc pardon, l'USD yen 113,50, voilà, on peut avoir un retour à 113,50. Vous voyez que bon, on a eu le nuage Ishimoku. Vous voyez, si on a mis le nuage, on n'a pas transpercé le nuage la semaine dernière. On est passé en dessous, on est sorti par le bas d'un canal que je vais mettre. Voilà. On est sorti par le bas d'un canal, mais on voit que le nuage qui avait fait office de support le 26 octobre a fait à nouveau office de support le 20. Donc on a ce qu'on peut conclure de cette sortie par le bas du canal, c'est qu'on a déjà des informations qui sont de plus en plus bearish, puisque vous voyez, on avait un canal, on avait des espaces très grands entre les points de contact, et on a des points de contact de plus en plus courts. Donc ça, c'est synonyme qu'on a une pression vendeuse de plus en plus importante. En plus, on a des sorties par le bas à certains moments. Donc ça, c'est également une indication vraiment de faiblesse vis-à-vis des acheteurs. C'est-à-dire que les vendeurs sont de plus en plus présents. En plus, on a des tops. On a un top ici qui n'est pas plus haut que le précédent. Donc là également, c'est une information particulièrement bearish. Donc je dirais qu'on n'a pas encore les signaux suffisants pour passer comment dire, à la vente sur les yen, mais en même temps, tant qu'on ne passe pas au-dessus de cette oblique en bleu, on a clairement une pause dans la tendance haussière. Et c'est pas impossible finalement qu'on commence à consolider pour après repartir pour corriger une partie de cette hausse. Voilà. Donc en tout cas, le nuage va nous donner un nouveau signal baissier s'il est transpercé. En attendant, je pense que le mieux qui est à faire, c'est de ne rien faire sur le SDN puisque ça manque clairement de tendance. Au niveau du DXY, si on le regarde, vous voyez DXY que je vais enlever, voilà, et je vais superposer avec le spread BTP Bund.
Voilà, le spread BTP Bund que je vais mettre en vert. Donc spread BTP Bund, c'est quoi? C'est simplement la différence de rendement entre le 10 ans italien et le 10 ans allemand. Quand on a une baisse, vous voyez que la corrélation est clairement positive, donc surtout depuis la formation du gouvernement en mai 2018. Dès qu'on a une hausse du spread, c'est-à-dire qu'on a une hausse des incertitudes envers l'Italie, et on a donc un marché qui se réfugie sur le rendement, les obligations allemandes et sur le dollar USD. Donc, ce qui nous indique que si on a demain un accord sur le budget italien qui est trouvé, on aura une nette baisse des incertitudes, le spread devrait nettement se réduire, et donc on devrait avoir une baisse du DXY. Regardez, à titre de comparaison, donc là je vais remettre le spread. Voilà, on a le spread BTP Bund devant nous. Je vais superposer le spread entre l'Espagne et l'Allemagne. Je vais vous faire voir également le Portugal. Et je vais vous faire voir le français avec l'Allemagne. Voilà le français. Donc on voit quand même qu'on a eu une certaine quand même une contagion sur les rendements périphériques, puisque dès qu'on a eu le gouvernement italien la coalition qui a été formée, on a eu un spread qui a augmenté sur l'Espagne, entre l'Espagne et l'Allemagne, entre le Portugal et l'Allemagne, alors qu'il n'y a rien qui a vraiment changé. On voit qu'on a une corrélation positive. Alors que le français, bien, il est resté plutôt stable. Comme vous pouvez constater, on a un spread qui est aux alentours de 0,40 sur du long terme, voilà, qui gravite autour de 0,40 à peine. Et donc, on peut très bien imaginer que si on a, si on a un accord sur, si on a un accord sur le budget italien, il y a des chances que, on vienne rechercher la valeur, celui du Portugal ou celui de l'Espagne, le spread en fait du Portugal ou de l'Espagne. Alors là, j'ai fait une petite erreur puisque faut que je compare. Donc voilà. Et alors, on va enlever le français. Voilà, donc là, on a les rendements. Donc c'est pas une comparaison en pourcentage, on a vraiment le spread, pardon, entre les obligations des pays du sud de l'Europe et avec le Bund. Et on voit concrètement, on avait un prix, j'ai envie de dire moyen, vous voyez, sur celui de l'Italie avant, en 2017. Concrètement, le spread, et encore, il était en hausse ici, parce qu'on avait, je vous rappelle, vous savez, le dossier catalan avec l'Espagne. Donc, on avait une petite, voilà, un petit impact sur l'Italie. Mais on voit concrètement le spread entre l'Italie et l'Allemagne, on va dire depuis 2014. On le voit, si on devait tracer une médiane jusqu'à avril 2018, pardon, ça serait autour des 140 BPS, 140 points de base. Or là, c'est le double, c'est 280. C'est 280. Donc, on voit la marge de baisse qui est possible. Si on a un accord sur le budget, on a des chances que ce rendement, cette différence, de baisse jusqu'à 200 BPS reviennent au moins à celui du Portugal, en tout cas proche de celui du Portugal. Et donc, si on revient proche de ce niveau-là, si le spread entre l'Italie et l'Allemagne baisse jusqu'à 200 points de base, voire même en dessous, on a des fortes chances que le DXY soit en baisse et que l'euro soit haussier. Donc, voilà, vraiment le catalyseur de l'euro, pour le moment, c'est vraiment ce budget italien. Tant qu'on aura ces incertitudes, l'euro sera sous pression. Si on a un accord, l'euro revient à 1,17. Et si on n'a pas d'accord qui est trouvé, on a même des sanctions qui sont mises en place, si on a vraiment un ton qui se durcit entre les deux, l'euro est parti pour venir chercher les 1,11, voire même 1,10. Voilà concrètement au niveau les différents scénarios de l'euro-dollar. Tout va dépendre de ce spread et donc de ce qui va se passer au niveau de l'Italie.
une question qui se pose de plus en plus, c'est est-ce que le gouvernement italien va tenir? Parce que, bon, on n'a pas eu de démission comme ce qui avait été indiqué par Reuters vendredi au sein du gouvernement italien, mais on a de plus en plus des tensions au sein même du gouvernement. Donc, il y a une question qui se pose, c'est est-ce que le gouvernement italien va rester uni, cette coalition, est-ce qu'elle va rester unie voilà, est-ce qu'elle va durer finalement? Voilà donc pour l'euro-dollar. L'euro-dollar, donc en intraday, je pense qu'on a des chances d'avoir un rebond. En tout cas, tant que ce spread est en forte baisse, comme on peut constater, l'euro a des chances de rebondir. Et donc voilà, donc je pense que l'euro-dollar peut venir chercher cette moyenne mobile, le haut, le sommet de la semaine dernière, vers les 1,1450, je dirais à moyen terme. Tant qu'on est dans cette phase où on a Juncker et Giuseppe Conte qui ont discuté et on a potentiellement des sanctions qui ne vont pas être mises en place tant qu'on aura des discussions. En plus de cela, on a une nouvelle réunion entre le gouvernement italien et des commissaires européens cette semaine. Bref, on a plutôt une perspective qui est optimiste et donc l'euro, je pense, fondamentalement a des chances de rebondir cette semaine. Voilà. Je vous rappelle cette semaine, l'un des catalyseurs également à suivre, ce sera le G20, puisqu'on a Donald Trump et Xi Jinping qui se rencontreront en fin de semaine pour discuter des relations commerciales entre les deux pays. Voilà, donc euro-dollar attendu en hausse. On regarde la USD rapidement, mais la USD qui rebondit ce matin, la moyenne mobile à 20 jours. La semaine dernière, vendredi, j'avais indiqué que c'était un bon prix pour passer à l'achat. Cette moyenne mobile, enfin cette baisse, c'était un bon prix puisque la UD émet de plus en plus de signaux aussi. On voit la Chikou à réintégrer son signal, à réintégrer son nuage, mais on voit que le 11 octobre, on était passé au-dessus. Enfin, le 11 octobre, pardon, non, c'était parce qu'on est en retard. C'était il y a 8 jours, il y a 6 séances, donc c'était la semaine dernière. Mardi de la semaine dernière, Chikou avait dépassé son nuage, donc ça c'était un signal haussier. Bon, on l'a réintégré le lendemain, mais on voit un momentum qui est de plus en plus à la hausse. On a un prix qui est au-dessus de la moyenne mobile à 20, au-dessus de la moyenne mobile à 10 jours, au-dessus du nuage. Il y a peu que la Chikou a besoin de dépasser pour le nuage pour vraiment confirmer le changement de tendance. Donc moi, l'AUD, je reste haussier, et je pense que tant que l'euro est haussier, l'AUD peut en profiter pour venir chercher les 0,73. Bonne idée d'acheter le CAD yen. Alors le CAD, j'éviterai de l'acheter puisque le CAD c'est le pétrole est baissier. Donc après tout dépend de votre scénario. Si votre scénario c'est d'acheter le CAD yen vraiment à très court terme, dans ce cas c'est possible puisque je vous dis que le pétrole a des chances de rebondir à court terme sur son support pour venir chercher les 62$. Mais si vous parlez sur du moyen long terme, le CAD yen, ça va être compliqué de l'acheter tant qu'on n'a pas de signaux haussiers sur le pétrole. Peut-être qu'on a fait le point bas sur le pétrole. Peut-être qu'on l'avait fait également la semaine dernière. Vous voyez, j'avais déjà eu cette question la semaine dernière. Est-ce qu'on a fait le point bas? La réponse était peut-être. Encore une fois, c'est impossible de déterminer quand est-ce qu'on a fait le point bas. Donc, si vous achetez le CAD, posez-vous la question si vous êtes haussier sur le pétrole ou non. Si vous êtes haussier, dans ce cas-là, c'est cohérent d'acheter le CAD. Mais si vous êtes baissier sur le pétrole, acheter le CAD ce n'est pas du tout logique. Donc voilà, tout dépend de votre opinion sur le pétrole. Vous connaissez le mien. Donc moi, je suis ouvert à un rebond du CAD sur du très court terme. Je suis même favorable à un rebond du CAD. Voilà, je pense que c'est fortement possible qu'on ait un rebond du CAD lors des prochaines séances. Maintenant, est-ce qu'il faut acheter le CAD? Est-ce qu'on a fait le point bas sur le CAD? Je ne serais incapable de vous le dire. Personne ne serait capable de vous le dire d'ailleurs. Donc voilà. Dès qu'on aura un rebond majeur du CAD, du pétrole, on pourra alors mettre en place des stratégies haussières sur le CAD et sur le cours du pétrole. Voilà. Donc le CAD yen, je reste plutôt baissier sur cette paire. Je reste plutôt baissier sur du moyen terme. À court terme, je pense que c'est possible de revenir chercher les 86,50. Voilà, à très court terme. 86,50. En tout cas, le yen, vous faites bien de parler d'une paire en yen, puisque le yen, c'est pour moi la devise qui techniquement a la tendance la plus baissière. Si on regarde rapidement le yen, vous voyez, c'est RSI baissier, MACD baissière, le prix qui est baissier également, le NZD, bon,
on est sous résistance, mais globalement, on n'a pas de signaux qui nous disent qu'on va revenir tout en bas. Là, on est plutôt dans une phase de respiration, tout comme l'AUD. L'euro, bon, on est dans une phase baissière également, mais bon, là, on est en consolidation. Le GBP, c'est incertain. Le franc suisse a émis des signaux aussi importants la semaine dernière. Le dollar, toujours bullish. Donc voilà, il y a que le yen et le CAD finalement. Vous voyez que le CAD, c'est pareil. Hein. Le CAD, c'est comme les cours de pétrole. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas cette corrélation, regardez, là on a le CAD index. On va superposer avec le Brent. Vous voyez que le CAD et le Brent, et le WTI, hein, c'est pareil, le CAD et les cours de pétrole, c'est corrélé positivement. Si on a une baisse des cours de pétrole, on a une baisse du CAD. Donc, votre opinion sur le CAD dépend de votre opinion sur le pétrole. Si vous êtes aussi sur le pétrole, vous êtes aussi sur le CAD. Si vous êtes baissier sur le pétrole, vous êtes baissier sur le CAD. Voilà. Donc moi, tant qu'il n'y a pas de rebond confirmé des cours de pétrole, je resterai à l'écart du CAD pour des stratégies de moyen terme. Mais évidemment, comme je vous l'ai dit, je suis haussier. Je pense que ces prochaines séances, le marché va intégrer le fait qu'on aura un gel de la production de l'OPEP d'1 million de barils pétrole à partir du 6 décembre prochain, en tout cas conclu le 6 décembre prochain. Et donc, comme vous savez, c'est toujours achat la rumeur, vente de la nouvelle. Donc voilà, d'ici le 6 décembre, on a une fenêtre, on va dire 2 semaines où on aura potentiellement un rebond des cours de pétrole. En tout cas, ça me semble clairement plausible. Donc le CAD acheté, pourquoi pas, voilà, d'ici cette semaine, peut-être jusqu'à la fin de semaine prochaine. Mais pour le moment, sur du moyen long terme, je serais dans l'incapacité de vous dire qu'il faut acheter des cours à ce moment précis. Donc le CAD, est-ce qu'il faut le payer? Voilà, tout dépend de votre horizon de temps. À court terme, oui. À moyen long terme, c'est pas le moment. Donc CAD yen, pourquoi pas sur du court terme. Mais sur du moyen terme, c'est encore une fois pas le moment. Voilà, on a également, pourquoi pas, l'euro yen. Si on table sur un rebond de l'euro cette semaine en raison de cet accord, d'une avancée positive dans les discussions entre Bruxelles et le gouvernement italien, l'euro yen a toutes ses chances de revenir à 130. L'euro yen, ça peut être intéressant de se positionner à l'achat. Tout comme le GBP, alors le GBP yen, non, parce que le GBP ça me semble incertain, mais par exemple l'AUD yen, ça peut être pas mal également. L'AUD yen, on peut venir rechercher les 83. 83, ça me semble possible. Pourquoi? Bien parce que déjà le budget italien, ça a un impact, comme vous savez, énormément sur le dollar. Le second facteur qui a un impact, le second facteur qui a un impact important sur le dollar, c'est l'économie chinoise, comme vous le savez. Et je pense que d'ici vendredi, d'ici la rencontre entre Xi Jinping et Donald Trump, on a des chances que le marché soit en risk-on. Voilà. Qui est du risk-on. Donc, l'AUD, tout comme le NZD, ont des chances de rebondir face au dollar ou face au yen. Si on regarde le NZD yen, pour moi, c'est possible qu'on a cherché, proche des 78, en fait, les anciens sommets atteints il y a 2 semaines. Voilà. Donc, le yen, il est possible de le vendre. Les baromètres, c'est clairement les indices. Tant que les indices sont au-dessus de leur support à la dernière chance, comme je vous l'ai dit, on devrait avoir un regain d'appétit pour le risque. Et voilà. Et cet appétit pour le risque, il est généré par quoi? L'absence d'escalade de tension entre Washington et Pékin, parce que ça fait quand même pas mal de semaines où on n'a pas de nouvelles sanctions, on n'a pas de nouvelles tensions. 2, on a l'appétit pour risque qui est généré ce matin par le feu vert donné par les 27 sur l'accord du retrait. Et 3, on a cet appétit pour risque qui est généré ce matin par le fait qu'on a des discussions entre l'Italie et Bruxelles. Et ça, c'est bon, c'est un bon signe. Donc voilà, on a ces facteurs qui justifient l'appétit pour risque ce matin. Mais si on a un des facteurs, vous voyez, qui vient changer, ça pourrait compromettre cet environnement. Alors, j'ai des questions.
Bonjour, l'euro-dollar semble amorcer un rebond. Comment savoir si c'est un rebond sur du moyen terme pour USD-Yen? Alors, concrètement, on ne peut jamais savoir à l'avance si c'est un rebond de court, moyen ou long terme. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir une gestion de stop. Personne ne va vous dire, là on va avoir, enfin, si, il y a beaucoup qui vont vous dire on va avoir un rebond jusqu'à, voyez, X, mais c'est concrètement impossible d'en être certain. Donc on ne peut pas savoir. C'est que de la spéculation, voyez. Donc, l'un des facteurs qui pourrait permettre un rebond de moyen, voire long terme de l'euro, c'est un, si on a un durcissement de la politique monétaire de la BCE, ce qui est peu probable vu la situation macroéconomique. Deux, si on a l'accord sur le budget italien, encore une fois. Donc tout va dépendre vraiment du budget italien. C'est vraiment le facteur qui va soit permettre à l'euro de revenir à 1,17, 1,18, ou soit le faire payer jusqu'à 1,10 à 11. Voilà, ça va être qui tout double. Pour le yen, il semble se retourner à la baisse, mais si les marchés asiatiques remontent, ce n'est pas grave. Alors le yen, c'est la devise refuge par excellence, plus que le dollar. Donc, qui dit hausse de l'USD yen dit qu'on a de l'appétit pour le risque. Alors en tout cas que c'est pas un risque off total. On peut avoir un rebond de l'USD yen en ayant du risk off. Mais si on a beaucoup d'aversion pour risque, le yen est la devise à plus payer et donc on a une baisse de l'USD yen. Donc l'USD yen qui est à la hausse, c'est une bonne chose pour l'appétit pour le risque. Sinon, Renault commence à remonter fortement en vue de Ghosn vu que Ghosn va revenir pour l'interrogation. Alors, est-ce que Ghosn va revenir ou pas? Voilà, on ne sait pas. Tout peut se passer, vous savez, dans le monde de l'entreprise. Tout peut se passer. En tout cas, la réaction de Renault, enfin des investisseurs sur l'action Renault, ce qui s'est passé, c'est c'est de l'irrationalité. Quand on regarde, regardez Nissan, il suffit de regarder Nissan. Nissan, ah, est-ce que c'est ça? Non. Or Nissan. Bon, alors je peux pas vous montrer Nissan, mais concrètement, ce qui s'est passé Nissan, c'est lorsqu'on a eu l'annonce, voilà, comme quoi Carlos Ghosn était en garde à vue, et puis on a eu une chute, donc enfin une chute, une importante baisse des actions Nissan, Renault, Mitsubishi. Et dès qu'on a eu l'annonce que voilà, Nissan, comment dire, remplaçait Carlos Ghosn par un japonais, on a eu le rebond. Tout simplement parce que ça redonne confiance voilà, dans les investisseurs. C'est-à-dire que Nissan, la direction de Nissan réagit. Renault va être un petit peu plus patient puisque voilà, Renault c'est une société française et Carlos Ghosn, bon et comment dire, son poste n'est pas compromis chez Renault alors que chez Nissan il y avait, enfin a priori, bon, vous avez tous entendu parler comme quoi ça aurait été prévu, enfin ça aurait été planifié cette garde à vue, voilà, pour mettre un japonais à la tête de Nissan. Voilà, on ne sait pas, on ne sait pas si l'explication, mais en tout cas Renault, voilà, pourrait rebondir et même corriger cette baisse, puisque cette baisse n'avait rien de rationnel, ne reflète pas ni la économie, enfin ni la microéconomie du secteur automobile, ni les chiffres financiers de Renault, ou ni dans la stratégie. Le seul facteur qui justifie cette baisse, c'est le fait que Carlos Ghosn est en garde à vue. Donc, ça va être corrigé. C'est, on va dire, de l'émotion. Voilà, c'est émotionnel. Alors, faut garder à l'esprit que depuis ces tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine et le fait que Donald Trump a menacé l'Union européenne d'imposer des droits de douane sur les voitures européennes, eh bien, on a une baisse du secteur automobile européen, dont Renault, à part Peugeot, puisque Peugeot n'est pas implanté aux États-Unis. Mais bon, on a une baisse récemment. Bref, depuis le mois d'avril, on a Renault qui est en baisse. C'est pas à cause de Carlos Ghosn, c'est à cause de la pression sur le secteur automobile en raison des potentielles sanctions des tarifs douaniers que mettrait en place l'administration de Trump. Donc, faut garder à l'esprit qu'on a quand même une tendance baissière. Donc, ce qu'on a eu le point bas, je dis pas qu'on va rebondir jusqu'à 80 $, pas du tout. Je dis simplement que ce chandelier-là devrait être corrigé. Donc un retour, on va dire vers 65 $ d'ici les prochaines séances, me semble, oui, clairement possible. Donc est-ce qu'on peut avoir une exposition haussière
une explosion haussière. Explosion me semble un gros mot. Voilà, un grand mot plutôt. Voilà. Je pense pas qu'on va avoir une explosion, puisqu'on n'a aucun catalyseur qui justifierait une explosion. Si on avait par exemple l'annonce vraiment d'une tête dans le secteur automobile qui serait élu à la tête de Renault, dans ce cas, ça serait possible. Ce serait possible parce qu'on aurait un catalyseur. Sauf que là, on a eu un directeur général qui a été élu temporairement, tant que Carlos Ghosn était en garde à vue. Donc, il n'y a pas vraiment de raison, finalement, de justifier un rebond, une explosion. Et en plus, on est dans une tendance baissière. Donc, non. La réponse, est-ce que on va avoir une explosion jusqu'à 80 $? Si c'est ça la question, la réponse est non. Je ne pense vraiment pas. Concernant le DAX, je vois la belle oblique baissière dont le prix se rapproche à 30 pips. Méfiance de mon côté concernant la remontée. Alors regardons cela à nouveau. DAX, alors sur quelle unité de temps, si vous pouvez juste me préciser, ce serait parfait. Alors je pense que c'est celle-ci. Voilà, peut-être celle-ci. Donc oui, il faudra faire attention à court terme à cette à cette oblique de toute façon 11 372. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment 370, c'est la résistance en intraday. Mais on devrait avoir une deuxième vague, je pense, un second souffle de cette impulsion haussière donnée lors de Wall Street, lors de l'ouverture des marchés américains. Et en plus, un rebond de Renault entraîne tout le secteur européen à la hausse. Oui, mais voilà, comme je l'ai dit, le secteur européen il est sous pression, pas en raison de Carlos Ghosn, il est en sous pression depuis le mois d'avril pour différents facteurs. Je vais vous dire tous les facteurs. Les tensions commerciales, et deux, le durcissement des règles européennes en matière de consommation énergétique des voitures. Voilà, les constructeurs allemands, et c'est d'ailleurs pour ça que les chiffres macro en Allemagne sont un peu moins bons que prévu, c'est parce qu'on a les constructeurs automobiles qui ont du mal à être conformes aux nouvelles règles sur l'énergie européenne. Alors je me suis pas penché vraiment en détail sur le sujet, mais vous savez, on a des nouvelles règles sur la consommation des voitures, enfin en tout cas les constructeurs automobiles européens qui doivent faire davantage d'efforts, et ça demande énormément de ressources, et pour le moment les solutions sont il y en a très très peu, donc voilà, ils sont assez sceptiques, et ça fait également pression sur la confiance des investisseurs. Une analyse sectorielle est intéressante parfois. Pareil sur ST Micro, il y a un rebond. Alors, vous savez quoi, on va mettre le secteur auto. Donc c'est auto, alors secteur auto, je me souviens plus du ticker. Alors, pour ça, on va mettre stocks auto. Voilà, donc là, on a non seulement les constructeurs, mais on a également tout ce qui est équipementier, etc., etc. Voilà. Stocks auto, oula. Voilà, donc depuis le début de l'année, vous voyez, en belle baisse, hein, ce marché. Depuis un an, donc le point haut qui a été fait en janvier 2018. Et vraiment, la tendance à la baisse s'est amorcée à ce moment-là. On le voit le 22 mai, et on a eu le breakout qui a été donné le 19 juin. 19 juin, breakout de ce support, et voilà, c'était parti pour la tendance baissière. Donc on voit bien que le secteur automobile, il est en baisse en Europe depuis le printemps. Depuis le printemps, il est en baisse. Là où Carlos Ghosn ou pas, certes, ce facteur a également fait pression sur le secteur, mais c'est pas le retour de Carlos Ghosn qui va justifier un rebond de ce marché. Vous voyez, on peut avoir un rebond, oui, on va avoir un rebond de Renault si on a un retour de Carlos Ghosn, mais on va pas non plus avoir une explosion haussière. Vous voyez. Voilà, et je vais terminer par le gold. Alors, excusez-moi, le gold. Voilà, le cours de l'or. Cours de l'or, 1225 $. Comme vous savez, le principal facteur qui influence le cours de l'or, c'est le dollar.
dollar qui est toujours sous le canal haussier, rappelez-vous le DXY, DXY qui est alimenté, enfin le dollar qui est alimenté par les cours, pardon, par le budget italien, principalement, alors il n'y a pas que ça, hein, mais principalement. Donc, tant qu'on a des incertitudes sur le budget italien, l'or sera sous pression. Paradoxalement, puisque c'est une valeur d'aversion pour le risque. Mais, si on a un accord conclu entre Bruxelles et l'Italie sur le budget, on aura une baisse du dollar et un rebond de l'or. Voilà, ça semble paradoxal, mais c'est le cas. Le principal facteur qui influence l'or, c'est pas l'appétit ou l'aversion pour le risque, c'est vraiment la tendance du dollar. Voilà, donc l'or va rester sous pression. L'un des signaux haussiers sur l'or, ça serait si on a sur le DXY une sortie par le bas de ce canal que je vais retracer. Alors, je ne sais pas pourquoi il a disparu ce canal. Non. Alors, si on va mettre notre dollar équipondéré. Voilà, notre dollar équipondéré, vous voyez qu'il est dans un canal haussier depuis le mois de juin. Tant qu'on est dans ce canal, il n'y a pas d'achat à faire sur l'or. Si on y sort par le bas, dans ce cas-là, pourquoi pas? Pourquoi pas? Parce que ce sera un signal baissier extrêmement important. Ce serait un signal haussier pour l'or, pour l'euro-dollar. Voilà. Donc l'or, moi je resterai prudent. À la rigueur, les 1200 $, pourquoi pas tenter un achat sur les 1200 $ pour aller chercher les 1240, les anciens sommets, à la rigueur. Mais entrer maintenant pour aller chercher les 1300, ça me semble, je vois pas pourquoi il faudrait acheter l'or maintenant. Vous voyez, en termes de timing, le dollar est dans une tendance haussière, dans un canal haussier. Donc, il y a plus de chances que le dollar continue à progresser. Et donc, l'or à s'enfoncer. Voilà, donc l'or en intraday sera comme l'euro-dollar. Donc, hausse de l'euro-dollar en intraday, hausse de l'euro-dollar en intraday, oui, hausse du gold en intraday. Donc là, on est à 1225. Faut pas s'attendre à non plus à un rebond extrêmement important. Vous voyez, 1230, c'est la première résistance. C'est le top de la semaine dernière. C'est 1230. Je pense qu'en intraday, on peut aller chercher 1230, voire même jusqu'à demain, mais pas plus. Voilà donc pour ce point de marché. Donc en conclusion, rebond du pétrole ce matin, baisse du spread BTP Bund. Ces deux facteurs sont des facteurs positifs pour les marchés actions. Le baisse du spread BTP Bund, c'est positif pour l'euro et pour toutes les devises majeures, puisque comme vous savez, l'euro et le yuan sont concrètement les deux devises qui influencent le plus la demande au dollar. Donc si c'est deux devises ou l'une des deux devises est demandée, le dollar est en baisse. Ce qui n'est pas forcément le cas pour le dollar néo-zélandais. Vous voyez, c'est pas parce que le dollar néo-zélandais, c'est pas parce qu'on a une baisse du taux de chômage en Nouvelle-Zélande qu'on va avoir toutes les paires majeures qui vont progresser. Alors que si on a une accélération de l'inflation en zone euro, on va avoir tous les paires majeures qui vont rebondir face au dollar. Voilà. Donc, qui dit baisse du spread BTP Bund dit appétit pour risque, devises majeures qui sont payées, marché action également. Voilà. Et second souffle qui peut être espéré à l'ouverture des marchés américains. Voilà. Voilà donc pour ce point de marché. Merci pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à tout à l'heure à 1h, 13h pour mon point de marché spécial crypto-monnaie. Et sinon, écoutez, je vous dis à demain pour mon prochain point de marché.